Tuer en Afrique du Sud et tuer au Burundi revient au même. L'ampleur des meurtres dans les principales villes d'Afrique du Sud contre ceux qui sont qualifiés d'Africains étrangers interpelle la conscience de tout un chacun. Mais les actes, dans le fond, malgré les contextes, que les contextes ne soient pas les mêmes, ne diffèrent en rien aux assassinats et autres chasses à l'homme liées à la politique au Burundi. Certes, aujourd'hui, les autorités sud-africaines condamnent les violences xénophobes, mais il faut se rappeler des discours de nombreux hauts responsables, par exemple en 2015, qui n'est pas loin, pour justifier les violences d'alors et qui donc ont eu comme conséquence de les amplifier. Et aujourd'hui, nombre d'observateurs parlent de complaisance de la part du gouvernement et de la police et soupçonnent une certaine manipulation des jeunes qui se prêtent à cette violence, rappelant la situation qui prévaut au Burundi, notamment avec les jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, aujourd'hui qualifiés de milices par les Nations Unies. Y a-t-il une différence entre xénophobie et le rejet et la haine de l'autre pour des raisons politiques, ethniques ou autres régionales? C'est autour de cette question que cette 97e édition du Club de la Presse va porter avec nos deux invités. D'abord avec un tout nouveau sur notre plateau, Thierry Bigirindavi, journaliste à la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes également avec quelqu'un, un homme qu'on ne présente plus, un invité qu'on ne présente plus, Bonfils Nyongere, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Et merci encore une fois d'être des nôtres. Merci à vous aussi. Bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. On commence avec vous, Thierry Bigirindavi. Quel sentiment vous inspire les violences contre les étrangers en Afrique du Sud? Un sentiment de désolation. Et personnellement j'ai eu honte quand j'ai vu des Africains comme moi en train de brûler vivant une personne l'accusant d'être un étranger et que d'autres Africains aussi comme moi assistaient comme c'était quelque chose de normal. C'est vraiment inacceptable. J'étais choqué. Est-ce que, pire encore, ce qui montre que ça n'a pas été un fait spontané. Si ma mémoire est bonne, ça s'est produit à Johannesburg en dimanche 1er septembre. Et quelques jours après, la capitale économique de Pretoria, ces faits se sont reproduits dans cet endroit. Et aussi dans la province de KwaZulu-Natal. Ce qui montre que c'était prémédité. Et donc ce n'est pas aussi spontané comme on le pense. Non. Il y avait une idéologie une idéologie à haïr ces étrangers. C'est une façon de chercher un bouc émissaire dans les problèmes. C'était vraiment quelque chose de préparé. Et il y a peut-être, probablement, des gens qui sont derrière. Et donc, vous pensez à une manipulation? Oui, exactement, c'est une manipulation. D'autant plus que la police refuse même d'accepter qu'il y a ces tueries à caractère xénophobe. Et aussi, même les pouvoirs publics ont condamné, mais on attendait plus que de simples condamnations. Oui. On y reviendra, on reviendra également sur les raisons qui peuvent expliquer, notamment avec vous, Bonfils Nyongere. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui peut expliquer ces actes qui deviennent pratiquement répétitifs, parce que ce n'est pas la première fois? D'abord, c'est l'endoctrinement et aussi c'est l'impunité. Mais comme nous sommes des humains, il faut d'abord rendre hommage à ceux qui ont perdu leur vie en Afrique du Sud, nos frères et sœurs ou nos frères africains qui perdent leur vie en Afrique du Sud à cause de cette barbarie humaine. Merci de cette pensée pour eux. Oui. Aujourd'hui, quand on dit que ce sont les conséquences de l'endoctrinement et les conséquences de l'impunité, c'est pourquoi. D'abord, il y a l'endoctrinement à la violence.
et l'endoctrinement à la haine. Qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui vous fait parler d'endoctrinement? Puisque en 2015, j'ai entendu des autorités sud-africaines qui parlaient, qui s'adressaient aux citoyens sud-africains que les problèmes de chômage, de pauvreté sont causés essentiellement par des étrangers qui s'enrichissent en Afrique du Sud. Et c'était ce phénomène de tuerie des étrangers lié à la xénophobie s'est produit en 2008 et en 2015 et en 2019. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'impunité, d'endoctrinement. Pourquoi? Parce que cette répétition, la non-répression des organes étatiques, ça explique l'absence réelle du gouvernement. Et donc le pouvoir ne fait pas, ne joue pas son rôle. D'abord, le pouvoir devrait ordonner la répression de ce genre de crimes et les organes étatiques comme la police et la justice devraient réprimer ce genre de crimes, quitte à ce que personne ne pourra plus songer à faire la répétition de ce genre de crime. Thierry, certes, on peut bien savoir que dans le passé, il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud et qu'aujourd'hui, le taux de chômage atteint des sommets pratiquement, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça peut être une excuse? Non, absolument pas, ce n'est pas une excuse. Il fallait chercher, on cherche, s'il y a le chômage, c'est vrai, dans ce pays, il y a un chômage très élevé qui atteint 30% pour le moment, actuellement. Mais ce n'est pas une excuse. D'abord, on ne peut pas tuer une personne, et c'est une preuve, si une personne qui tue une autre personne comme lui, c'est une preuve qu'il n'a pas de culture, de conscience élémentaire, de ce que c'est un être humain. Donc, on ne peut pas s'excuser en commettant une faute plus grave. Si, c'est vrai, ils ont des problèmes économiques, mais ils ont besoin de vivre aussi. Ils ont besoin de vivre. Le problème, il faut chercher le problème ailleurs. Ils ont une frustration, c'est visible, mais ils ont mal orienté les frustrations. Et ils se sont trompés d'ennemis. Ils se sont trompés d'ennemis, oui, en cherchant à s'attaquer à les frères africains qui se débrouillent. Et surtout, ils se sont attaqués à la classe ouvrière qui essaie de gagner leur pain quotidien à travers leur sueur, après avoir trimé, mais au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, au lieu d'exiger une bonne gestion de leur État, surtout que ce pays l'Afrique du Sud dispute le titre de première puissance économique continentale avec le Nigeria. Mais ce pays est loin d'être un mode de gestion. Et l'hérite au pouvoir en Afrique du Sud est plus que corrompu. Nous souvenons tous des scandales qui ont marqué le pouvoir Zuma. Et avec notamment son palais qui a été construit sur... Ce qui fait qu'il y a des inégalités criantes dans ce pays entre les élites et la masse populaire. Au lieu que cette masse, la population sud-africaine, exige une réorganisation de fond en comble, de gestion. Et une redistribution des ressources. Oui, une distribution équitable, je dirais, équitable des ressources. Ils vont s'attaquer à des pauvres Africains qui sont allés là-bas pour essayer de gagner leur vie. C'est pas vraiment... même si tu te trompes de maladie, tu ne peux pas avoir le bon médicament, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. En 2015, vous le disiez, pour ne prendre que cet exemple, le langage des autorités sud-africaines était ouvertement en faveur du mouvement xénophobe et justifiait les actes de violence contre les étrangers. Aujourd'hui, le gouvernement condamne, mais sans réprimer les coupables. Vous l'avez dit également, Bonfils. Est-ce que ça serait de la complicité? Oui, c'est de la complicité. Vous avez parlé tout à l'heure de... vous avez parlé tout à l'heure d'enseignement, vous avez parlé du fait de ne pas réprimer, de ne pas condamner. Est-ce que on peut parler de complicité?
Oui, si, c'est la complicité, puisque lorsque vous êtes placé au sommet de l'État et que vous n'assurez pas les responsabilités qui vous êtes confiées, vous êtes redevable devant les citoyens de ce pays et devant les étrangers qui vivent dans ce pays. Je me souviens du discours du prince Louis Rwagasore lorsqu'il disait qu'il faut respecter les étrangers. Et c'est les valeurs de l'humanité, les valeurs de la philosophie africaine, Ubuntu. Et même en Afrique du Sud, dans la langue bantou, on dit Ubuntu. Et c'est un mot qui est sacré là-bas. Oui. Et ceux qui exercent ce genre de barbarie, ils ont perdu dans leur fort intérieur l'Ubuntu. Lorsque tu as la philosophie africaine de l'Ubuntu, de l'être, il faut savoir aussi que je suis parce que tu es, et I am because you are. Et nous devrons avoir la même orientation de combattre pour gagner notre vie et ne pas s'entretuer. Comment expliquez-vous le fait, par exemple, que le président sud-africain se soit juste contenté de dire je veux que les choses s'arrêtent maintenant, sans aller au-delà? Mais j'explique que c'est purement et simplement une certaine forme de lâcheté d'un président. Et je m'excuse de ce terme. Lorsque vous êtes président de la République, vous ne dites pas que les choses s'arrêtent. J'ordonne et je dois d'abord avoir un rapport des organes étatiques, de la justice, de la police. Qu'est-ce que vous avez fait de vastes histoires de massacres qui se commettent ici à Pretoria, à Johannesburg et à KwaZulu-Natal? On en arrive au cas du Burundi. C'est vrai que les contextes sont différents, mais est-ce que le rejet et la haine de l'étranger en Afrique du Sud diffèrent de l'intolérance politique, les deux entraînant des actes extrêmes de l'élimination de l'autre? Les mêmes effets entraînent les mêmes conséquences. C'est l'endoctrinement, les enseignements de haine, le tribalisme, l'intolérance politique et aussi le régionalisme. Au Burundi, c'est la conséquence de ces trois choses. Et je disais que l'enseignement de la haine, les mêmes effets entraînent les mêmes conséquences. C'est pourquoi il y a des tueries au Burundi, il y a des crimes contre l'humanité au Burundi, parce qu'il y a l'intolérance politique, il y a cet enseignement de haine. La vie, une vie en vaut une autre. La vie en vaut une autre, mais quelle est la conséquence réelle? L'impunité, l'indifférence des dirigeants, la non-redevabilité de ceux qui devraient assurer la protection de la population. Dans tous les sens. Dans tous les sens, que ce soit l'exécutif, que ce soit les organes étatiques comme la justice et la police, ils ne répriment pas ce genre de crime. Pourquoi? Parce que parmi les agents de police, des renseignements, la police présidentielle, l'armée et les miliciens qualifiés comme cela par les Nations Unies, commettent des forfaits et en toute indifférence, puisqu'ils ne sont pas punis. Nous reviendrons sur d'autres facteurs, notamment l'implication de ces autorités tout à l'heure dans la deuxième partie. Thierry, la médiatisation de la xénophobie en Afrique du Sud peut faire penser qu'elle n'existe que là-bas. Je ne cherche pas à la minimiser naturellement, mais il est arrivé au Burundi de voir des enseignants, par exemple, de se faire chasser de leur lieu d'affectation parce qu'ils n'en sont pas tout simplement natifs. Oui, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors que c'est des Burundais à l'endroit d'autres Burundais. D'autres Burundais. Et ce qui est pire, on dirait que chez nous, c'est voie pire, même si ce n'est pas aussi médiatisé que ce qui se passe en Afrique du Sud. Chez nous, ça existe depuis longtemps. La haine, c'est la haine, que ce soit sur base ethnique, raciale ou régionale. Les conséquences sont les mêmes, même politiques. Chez nous, les autorités le disent presque publiquement que celui qui refuse d'adhérer au parti au pouvoir, sa place est soit dans les fosses communes, soit dans les rivières, soit dans l'exil. C'est celui qui a la chance en exil ou en prison. Le plus chanceux a deux possibilités, soit la prison ou l'exil. Sinon, c'est vraiment pire que ce qui se passe en Afrique du Sud, même si chez nous, c'est presque, je dirais, il n'y a pas on ne médiatise pas comme c'est médiatisé en Afrique du Sud. La communauté internationale semble ne pas s'intéresser au Burundi comme
elle s'intéresse aujourd'hui à ce qui se passe en Afrique du Sud. Sinon, nous avons c'est pas déjà... la communauté internationale, c'est parce que ça se fait à huis clos, les médias ont été détruits, d'autres ont été brûlés, excusez-moi de vous couper la parole, exactement, les médias internationaux qui travaillent au Burundi ont été fermés. Ce n'est que les enquêteurs des Nations Unies qui expliquent la situation qui prévaut actuellement au Burundi. On reviendra sur tout ça, beaucoup plus en détail dans la deuxième partie, encore une fois. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA et Nzamba Gate Kakaoui et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous nous basons sur les actes de violence contre les étrangers en Afrique du Sud pour parler du rejet de l'autre sur la base politique, ethnique ou encore régionale au Burundi. Et pour cela, nous sommes avec Bonfils Nyongere, journaliste indépendant, et Thierry Bigilindavi, qui est journaliste à la télévision Renaissance. Le monde entier s'est levé pour condamner ce qui se passe en Afrique du Sud. Au même moment, on constate un certain silence sur la situation au Burundi. Cela veut-il dire que les assassinats au Burundi sont moins graves qu'en Afrique du Sud, mon fils? Le fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, le fait qu'on n'en parle pas beaucoup au Burundi, c'est parce que ça se fait presque à huis clos. Comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, ça se fait presque à huis clos. Parce que d'abord, il n'y a pas de médias qui vont rapporter les faits tels qu'ils se produisent sur terrain, puisque les médias indépendants ont été détruits. Enfin, c'est du moins ce que peut-être les autorités espèrent, mais ce n'est pas ce qui oui, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Il y a également l'indifférence de la communauté est-africaine, puisqu'elle ne se soucie pas de la situation qui prévaut au Burundi. Peut-être parce qu'ils sont enlacés par la situation qui, depuis 2015, on parlait du troisième mandat, aujourd'hui on parle de ceci. Donc, certains esprits ne maîtrisent pas la situation qui prévaut au Burundi et ne donnent pas la vraie valeur à la situation qui prévaut au Burundi, puisqu'il y a des tueries, il y a des vies humaines qui sont en train d'être emportées par cette barbarie. Et si, du moins, ils en seraient conscients, ils devraient prendre des mesures qui s'imposent. Donc le semblant de silence qu'on observe n'enlève en rien le niveau de gravité des actes qui se commettent au Burundi. Il n'arrive à rien la gravité de ces actes qui se commettent au Burundi. Mais nous saluons les mesures qui sont en train d'être prises par la Banque mondiale, par les États-Unis et par certaines organisations pour essayer de pousser le pouvoir de Bujumbura. Quelles sont ces mesures? Il y a la Banque mondiale qui a suspendu ces 6 projets qui devraient être exécutés au Burundi. Il y a les États-Unis qui ont suspendu ces aides au Burundi qui passaient par l'organisme USAID. Et pourtant, il y a à peine quelques 48 heures, ou plus. Oui, 48 heures. L'envoyé spécial des États-Unis dans la sous-région avait dit que les États-Unis étaient disposés à venir assister plutôt observer les élections 2020, ce qui serait plutôt un bon signe pour le Burundi. C'est un bon signe puisque quand ils viendraient assister aux élections au Burundi, ils vont se rendre compte de la situation réelle du pays, puisque les tueries post-électorales et les tueries pré-électorales qui sont en train d'être faites aujourd'hui vont être apportées par ces mêmes observateurs et ils seront témoins de la situation. Et je salue également la décision des États-Unis et je doute que Bujumbura va accepter que ces envoyés des États-Unis vont arriver sur le terrain. Comme ça a été le cas peut-être pour le refus qui a été adressé aux Pays-Bas. Oui. Thierry, en Afrique du Sud aujourd'hui, les autorités condamnent les actes de violence, contrairement aux autorités burundaises qui semblent plutôt assumer leurs liens avec les auteurs des crimes qui se commettent au Burundi. Oui, on peut voir qu'à Bujumbura, le pouvoir de Gitega, c'est lui qui profite de ce crime, je dirais, ce crime de la haine, de division. Il cherche à diviser pour régner. Il cherche à monter des gens contre les autres pour faire oublier les différents malheurs que le peuple burundais est en train de subir. Le peuple burundais est victime de l'épidémie de la malaria que son même pouvoir
a refusé même de reconnaître que c'est une épidémie pour faciliter peut-être l'intervention de la communauté internationale. Et pour faire oublier cela, les autorités de Bujumbura essaient de caresser l'accord encore sensible, l'accord ethnique, régional. Pour distraire la population des véritables préoccupations. Des véritables préoccupations, exactement. Et pouvoir rester au pouvoir confortablement et dire que tout va bien. Et montrer que tous les problèmes sont causés par les autres, qu'ils nomment et même les autorités au sommet de l'État, les Mougéli, la Belgique, le Rwanda, les colons, comme étant les véritables ennemis. Ils ne peuvent pas, ces autorités ne peuvent pas, et même condamner ce qu'ils ont provoqué. Ils sont des auteurs, ils ne peuvent pas s'auto-condamner. Justement, je disais tout à l'heure, en fait, que les autorités semblent assumer leurs liens avec les auteurs. Vous savez que les rapports des Nations Unies parlent particulièrement des Imbonerakure, et donc ce qu'ils qualifient aujourd'hui de milices, comme étant les principaux auteurs des crimes qui se commettent, des graves crimes qui se commettent au Burundi. Or, au jour le jour, les mêmes autorités burundaises disent que les meilleurs au monde, les bons enfants, les bons modèles sont justement ces mêmes Imbonerakure. C'est eux qui profitent de cette division. Et ça montre bel et bien que ce sont les véritables commanditaires. Ces Imbonerakure ne sont que des simples exécutants. Les commanditaires, c'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui a érigé ce harcèlement des opposants, réel ou supposé, comme mode de gouvernance. C'est leur façon de faire. C'est l'idéologie de CNDD-FDD. Le CNDD-FDD veut consacrer au Burundi un monopartisme de fait. Pour cela, ils savent que les Burundais ils ont déjà goûté les bienfaits de la démocratie. Alors que dans le même temps, ils reconnaissent des partis de l'opposition, comme le cas du CNL. Non, depuis que le CNR a eu l'accréditation de... Les membres sont harcelés. Et, oui. Si ma mémoire est bonne, c'était au mois de février que le parti CNL a été reconnu par le ministère de l'Intérieur. Mais depuis ce jour, des arrestations arbitraires, des tueries, des meurtres, n'ont cessé d'augmenter envers les membres réels ou supposés du parti CNL. Donc, ils ne veulent pas officiellement, je dirais, pour montrer, pour la consommation extérieure, pour montrer à la communauté internationale il y a le jeu démocratique au Burundi, ils acceptent un parti d'opposition, mais en même temps, ils empêchent ce même parti de fonctionner. Ils brûlent les permanences. Ils les enduisent d'excréments humains. Tuent, etc. Ils ne tolèrent pas la diversité politique. Ils ont rétréci remarquablement l'espace démocratique au Burundi. L'autre facteur, Bonfils, en Afrique du Sud, les actes sont, disons, momentanés. Donc, ça veut dire qu'ils naissent à un moment donné, pendant 1, 2, je ne sais encore pour combien de temps ça va durer, alors qu'au Burundi, ils sont quotidiens, et ce, depuis des années. Est-ce que cela, le fait que les actes de criminalité au Burundi soit quotidien, est-ce que cela peut expliquer le silence sur le cas burundais? Bon, rien ne peut expliquer le silence devant des humains qui sont emportés du jour au lendemain par la barbarie humaine de ce pouvoir sanguinaire. Plutôt, je condamne ce silence des uns et des autres qui devraient parler ou qui devraient agir pour que le Burundais puisse avoir une paix durable, qui n'est pas la paix des braves, comme on le disait. Il y a la paix des braves dans laquelle nous avons vécu pendant plus d'une décennie. Mais une paix durable, c'est la paix qui devrait donc avoir lieu au Burundi. Et dans un proche avenir, je pense que ça pourra arriver, là où le Burundi pourra avoir ou aspirer à la paix durable. Et je pense que ce sera le rôle de tout un chacun
et de ne pas compter surtout sur la communauté internationale. Tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, en donnant l'exemple de la communauté est-africaine, qu'elle était lassée. Est-ce que ce n'est pas justement du fait de ces actes qui sont commis tous les jours et finalement, on se dit, mais bon, ces gens-là, mais on va les laisser juste entre eux s'exterminer? Oui, la barbarie au Burundi date de longtemps, puisque depuis l'indépendance, avec l'assassinat du prince Louis Rwagasore, du premier ministre Ngendandomwe, des massacres de Busangana, Bukeya à caractère génocidaire, les massacres de 92 à caractère génocidaire, les massacres de 88 à caractère génocidaire, 91 avec l'attaque des Paripeutu, 93 avec l'assassinat du président Dadaye et ses proches collaborateurs avec la guerre qui a débuté depuis lors. Donc la situation au Burundi, si vous n'avez pas suivi de près cette situation jusqu'à l'heure, donc la communauté internationale semble désorientée, semble fatiguée par la situation. Et peut-être que cette même communauté, espérons qu'elle préparerait d'autres voies de sortie à la crise burundaise. Sinon, j'interpelle le peuple burundais d'être conscient du danger qui les guette et de se lever comme un seul homme pour dire non à la criminalité, pour dire non au pouvoir de Nkurunziza et stopper son avancée vers... Est-ce que ce n'est pas trop rêvé que de demander au peuple? Bon, on a vu en 2015 des centaines, des milliers de jeunes, de femmes et d'hommes qui se sont levés pour aller dans la rue et finalement le mouvement s'est estompé parce que la répression était là. Est-ce que ça ne serait pas les pousser à une mort certaine? Un jour, toutes ces armes sauteront. Lesquelles? Quelles armes? Toutes ces armes de répression pourront cesser de réprimer la population, puisque même au Soudan, vous avez vu ces derniers jours comment le président Omar el-Béchir a été déchu. Et donc, ça peut arriver également au pouvoir burundais. Oui, oui. Le rêve, c'est ça, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage. On parlait tout à l'heure des discours de soutien de la part des autorités en Afrique du Sud en 2015, par exemple, et de la complaisance aujourd'hui. Ça rappelle les chansons des Imbonerakure et celles enseignées à des petits-enfants et d'autres propos d'autorité contre les opposants. N'est-ce pas, Thierry? Oui, oui. Quand, dernièrement même, le jour dédié aux Imbonerakure, appelé Imbonerakure Day, nous avons entendu à Karuzi, les Imbonerakure chanter en présence des autorités locaux. Les Imbonerakure chantaient gaillardement. Il y a des sous-hommes d'opposants là-bas, aussi des déplacés. Nous allons Donc en désignant leurs futures victimes. Oui, oui. Ils ont dit cela. Restons calmes, les Imbonerakure, restez calmes, nous allons les réciver, ce qui signifie les tuer tout simplement, sans aucune autre forme de procès. Les rescapés de 93. Exactement. Ils ont des cicatrices encore non guéries. Ils sont des victimes d'un génocide de 1993. Et il les menace encore une fois. Nommément, il y a des sous-hommes d'opposants à côté au camp de déplacés. Donc, ils ne sont pas des hommes et qu'il faut tuer. Qu'il faut tuer. Et donc, du coup, la question qu'on se pose directement, comment ça se fait-il qu'il n'y ait pas une autosaisine directement de la part de la justice du fait de ce langage, de désigner de futures victimes de manière aussi ouverte? Vous savez comment fonctionne la justice burundaise, surtout sur ces questions politiques. Elle est sous le joug de l'exécutif. Nous n'avons pas une justice indépendante au Burundi. Oui, mais ça n'empêche pas quand même de le constater et de se poser des questions. Oui, oui. C'est un constat très amer même. C'est un constat très amer qu'il y ait un procureur qui ne s'est pas saisi pour faire des enquêtes, au moins pour faire semblant. Parce que c'était public, c'est ridicule de sa part, et aussi pour notre pays, c'est visible que la justice est dictée par
le pouvoir exécutif est dicté par le parti au pouvoir, tout simplement. Oui. Pour terminer, bon fils, nous parlions de silence sur le Burundi, mais on ne finirait tout de même pas sans évoquer la téléconférence de la Commission des Nations Unies d'enquête sur le Burundi, qui a annoncé la présentation imminente d'un 3e rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays. Le silence, donc, n'est pas aussi total que ça. Oui, la commission d'enquête sur le Burundi a démontré, noir sur blanc, que l'accalmie, ou le synonyme d'accalmie qui se manifeste au Burundi, n'est pas signe de paix. C'est plutôt la terreur des armes, la terreur des Imbonerakure, la terreur de la pression des agents étatiques. Donc, avec une alerte précoce, que si la communauté internationale ne garde pas un œil vigilant sur le Burundi, que demain après-demain, il peut y avoir des atrocités de masse. On peut peut-être s'attendre à des nouveautés dans le rapport le 3e rapport de cette commission. Certainement, puisque ça a donné écho à certaines autorités. Ce qui peut également peut-être encore émoustiller la communauté internationale à avoir... Oui, après la publication du rapport, il y a eu les États-Unis qui condamnent et qui ne vont plus donner leur budget qui passait chez USAID. La Banque mondiale a suspendu ces projets. Peut-être que ça commence à venir petit à petit. Sauf que Oui. Quand il n'y a pas d'appui, c'est naturellement la population qui paie le tribut le plus lourd. Bon, c'est la population qui paie le tribut le plus lourd, mais la population est toujours méritée par la famine, par des maladies endémiques, épidémiques. Vous voyez, quand il parlait de la malaria tout à l'heure. Est condamnée à des cotisations intempestives pour les élections de 2020. Donc cette population nécessite d'être libérée. Espérons, c'est par ce mot assez noble de libération d'un peuple que vous considérez comme étant un peuple totalement emprisonné, pris en otage. Et donc c'est par là que prend fin cette 97e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Bonfils Nyongere, journaliste indépendant, et Thierry Bigilindavi, journaliste à la télévision Renaissance. Merci également à toute l'équipe technique. À toutes, à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.